tu me dis si tu vois mon écran et je vais te présenter tout ça. C'est bon, je vois tes diapos. Tu peux y aller. Parfait, je te remercie. Donc effectivement, il fallait construire un site e-commerce en JavaScript sans l'utilisation d'un framework. Donc, je vais attaquer la partie sommaire dans un premier temps pour dire dans la globalité ce que nous allons voir. Donc, les différents objectifs, les fonctionnalités souhaitées, les technologies demandées, la planification de tests unitaires, les outils utilisés et les différentes étapes. Alors, objectifs et fonctionnalités souhaitées, il fallait développer un site e-commerce donc pour une seule catégorie de produits. En l'occurrence, moi, donc j'ai choisi les caméras vintage, mais il y avait 2 autres produits pour Orinoco qui étaient proposés. Le site doit comporter 4 pages avec une architecture bien précise. L'architecture générale souhaitée, c'est sur la première page, il faut un listing de l'ensemble des produits, finalement des articles disponibles à la vente. Donc, dans notre cas, ça sera les caméras vintage. La deuxième page doit être le produit sélectionné depuis la première page. On rentrera dans le détail plus tard de comment c'est fait. La troisième page, c'est une page panier qui reprend l'ensemble des produits sélectionnés pour avoir une page épurée avec l'intégralité des produits que l'on a choisis pour derrière passer sur la dernière page qui est la page de commande et qui nous donnera un récapitulatif de commande des produits choisis plus des informations indiquées par l'utilisateur au moment du formulaire de contact. Les technologies demandées, donc ça devait être fait en HTML, CSS et en JavaScript pur, donc en Vanilla, pas d'utilisation de framework. En termes de compatibilité, il n'y a aucune maquette qui nous a été fournie pour ce projet. Et bien entendu, l'intégralité des pages devront passer donc la validation du W3C pour ce qui est de la partie HTML et CSS, et pour ce qui est de JS, l'utilisation d'un outil. Donc moi, j'ai utilisé JSLint en l'occurrence pour la correction des erreurs et l'analyse de mon code. En termes de planification de tests unitaires, il a été demandé en fait de fournir un document qui indique le déroulé des tests unitaires, mais pas leur exécution, qui doit couvrir 80% de la base de code pour la partie front-end. Il n'y a aucune donc, obligation, comme je l'indiquais, d'écrire les tests. Dans cet exercice, il faudra juste un fichier récap qui reprend l'intégralité des méthodes, des fonctions, des classes utilisées dans le cadre de cet exercice. Donc, les différents outils utilisés, Notion pour la partie organisation. Je me suis appuyé sur essentiellement les cours d'Open Classroom et un peu de Graphica. Le déploiement, comme d'habitude, GitHub, GitHub Pages et le W3C, JSLint. Les différentes étapes, a été dans un premier temps la consolidation de ma structure HTML en parallèle avec la partie CSS pour avoir donc notre partie statique et visuelle. Ensuite, donc j'ai installé la partie back-end et ensuite les fichiers JavaScript pour la récupération de l'API, donc notamment de nos données, et vu que j'étais parti sur Caméra Vintage, donc de l'API caméra. Ensuite, la création d'un pseudocode pour préparer le code, qu'on ait réellement la structure sur quoi on va démarrer. De là, on a, au fur et à mesure que le site se construit, l'évolution des fonctionnalités apportées, donc ça va être une classe, la logique algorithmique, des méthodes, des fonctions pour récupérer les données et les traiter. Ensuite, vers la fin, ça a été la gestion du panier, notamment via le local storage. Et pour finir, vraiment, afin de consolider l'ensemble du site sur les 4 pages, donc la gestion de la partie responsive au format tablette et format mobile, puisque je suis parti de la partie desktop, en respectant les spécificités demandées, sauf malgré le fait qu'aucune maquette n'a été fournie. Juste le but d'avoir quand même un minimum et un esthétisme épuré et agréable au niveau du visuel. Bon, et puis la dernière partie consiste toujours, et comme d'habitude, même pour les précédents projets, de vérifier systématiquement le respect et la structure et la gestion des erreurs via la W3C, HTML, CSS, et en l'occurrence pour JS, ça a été JSLint, et le déploiement de la version finale pour pouvoir vous présenter aujourd'hui sur GitHub Pages. Au survol, un premier aperçu donc pour la page d'accueil, qui est notre première page, qui est
la page de l'ensemble du listing des produits, des articles à présenter. Je vais présenter quand même systématiquement sur chaque page du code pour donner ma logique algorithmique et comment j'ai procédé pour avoir ce résultat. Donc là, en l'occurrence, pour cette première page récupération et affichage de produits, j'ai créé une fonction qui s'appelle getProduct, qui contient la requête get, donc dans le CRUD qui est create, read, update et delete, ça va être donc le read finalement, cette méthode get, de pouvoir communiquer avec l'API via un fetch, qui est justement cette méthode pour pouvoir communiquer avec l'API. Et donc, la fonction en question getProduct a pour but de dire que si tout se passe bien, l'ensemble des éléments vont s'afficher via le DOM dans la partie HTML. Voilà, je vais passer à la page produit. Donc, au survol, pareil, j'ai systématiquement mis une slide pour indiquer et montrer la gestion du responsive sur la partie desktop, mobile et tablette. Donc, on peut voir un petit aperçu. Pour rentrer un peu plus dans le code aussi, sur cette page-ci, donc, on suit la même logique, même type de fonction getProduct, sauf que là, sur la page produit, on veut récupérer le produit qui a été sélectionné au préalable dans la page d'accueil. Donc là, en l'occurrence, on va avoir un peu le même schéma de pensée, la même logique algorithmique, sauf que le but est de rajouter l'ID derrière cela, de cibler l'ID, finalement l'ID qui va être notre marque sur le produit sélectionné, afin de pouvoir récupérer le produit et le traiter. Donc, comment ça se présente? Il a fallu, dans un premier temps, récupérer la chaîne de requête depuis l'URL, donc, et extraire l'ID. Donc ça, c'est fait via Shorm Params. Ensuite, une fois récupéré cet ID, j'ai recréé la même fonction, donc fonction getProduct, mais cette fois-ci en ciblant l'ID. Voici. Donc pour la page panier, donc notre troisième page, un survol rapide de la gestion du responsive. Et j'ai mis le point surtout sur cette partie du code qui est pour moi la plus importante, l'épine dorsale d'une certaine manière de cette page et de la dernière, qui est ma classe shopping cart. Elle représente en fait le panier et les différentes méthodes que j'ai utilisées pour sa gestion. Donc, on peut voir donc, à l'écran sur la partie de droite, on a la classe shopping cart dans son intégralité, dans son ensemble, donc avec le constructeur. The name is storage, ça va être ma clé qui va me permettre de communiquer avec mon local storage via la clé shopping cart. Ça va être ma clé, celle qui est mise entre guillemets sous forme de chaîne de caractères. Le visContent, ça va être le contenu de mon panier que je remets par défaut en fait vide pour derrière après le traiter. Je vais rentrer dans le détail sur différentes méthodes, car c'est surtout ça qui nous intéresse. Si on prend par exemple la méthode qui me permet de vider l'ensemble du panier, qui est ma méthode, méthode de la classe shopping cart, donc méthode empty shopping content, c'est elle qui me permet de vider mon panier. Après, celle qui me permet de supprimer un à un, c'est remove, celle qui permet d'ajouter, add et reset, de supprimer l'intégralité qui est reliée à un bouton qu'on verra dans la démo. Toujours sur cette même page qui est mon panier, finalement, page panier, une fois que j'ai sélectionné, que l'utilisateur sélectionne l'ensemble des produits et qu'il souhaite retenir et ensuite passer à la commande, il fallait utiliser donc un formulaire de contact qui permet à l'utilisateur de renseigner certains champs qui seront derrière utilisés pour envoyer un récapitulatif de commande. Donc, si on rentre dans quelques détails de code, parce que aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse plutôt qu'autre chose pour après la partie démo. Donc, la récupération des inputs du formulaire, c'est ce que je disais, donc des données de l'utilisateur, l'envoi d'un objet contact à partir de ces inputs et d'une liste identifiant de produit comme indiqué par l'API. Donc, ça, on peut le voir à droite lorsque je récupère les champs name dans le formulaire. Lorsque je fais un form data, ça, c'est une
un outil natif HJS qui nous permet en fait de manipuler les champs de formulaire pour avoir le bon format lorsque on aura notre réponse. Donc la requête de type post en l'occurrence, donc là, toujours dans le même schéma de pensée du CRUD, ça va être le create, type post. Et il nous permet finalement d'envoyer au serveur et de récupérer sous forme de réponse dans le but d'afficher finalement sur ma page récapitulative de commande qui sera donc la 4e et dernière page, les données relatives au fait de dire à l'utilisateur, voilà, vous avez bien passé commande avec un order ID et les champs qu'il a mis au préalable, donc tels que l'adresse pour potentiellement l'adresse de livraison, le nom, prénom, etc., etc. Mais ça, on va le revoir juste après. Donc la page de confirmation de commande en l'occurrence, avec les données qui reviennent. Et donc là, c'était juste un visuel du responsive, toujours sur format tablette, mobile et desktop. J'aimerais arborer les difficultés et solutions avant de passer à la démo. Donc les difficultés rencontrées, ça a été forcément la découverte d'un langage de programmation, puisque les différents projets, on était essentiellement sur du HTML, CSS. Les solutions, ça a été de prendre bien le temps d'assimiler les notions de base et surtout de s'alimenter et de répéter systématiquement les connaissances afin de bien les assimiler. Donc, je me suis inspiré de différents cours, celui de GraphicCard, toujours celui d'Océan, ça c'est la base dans un premier temps, mais ça c'est venu en complément. De Lynda, la plateforme de learning de LinkedIn. Ensuite, la dernière difficulté, c'était vraiment de rentrer dans ce schéma de pensée de logique algorithmique qu'il faut avoir. C'est clairement une rupture avec HTML, CSS, où on a vraiment des sites statiques, où là, je veux dire, c'est de la connaissance pure, c'est bête et méchant, il faut apprendre et il faut chercher et poser. Sauf que là, faut vraiment acquérir une logique. Donc là, ça a été la solution apportée, ça a été de systématiquement faire des va-et-vient, de consulter, de communiquer avec mon mentor, afin d'avancer dans le déroulé de ce projet. Donc, si tu le veux bien, on va passer à la partie démo pour avoir un visu sur ce que je t'ai indiqué sur les 4 différentes pages et sur la logique que j'ai pu avoir. Donc, la première page, en l'occurrence, qui est le fameux listing des produits, une fois qu'on a communiqué donc via le fetch avec mon API pour récupérer l'ensemble des données. Donc, qu'est-ce qui va redescendre en réponse? Ça va être l'image, le texte, le titre. Et de là, on va pouvoir, via notre structure HTML, CSS, avoir ce rendu visuel. Ensuite, on passe à la deuxième page via le bouton « Acheter ce produit », où là, on récupère l'ID sélectionné, comme je l'avais indiqué dans ma présentation. Pour avoir un élément concret, ici, lorsqu'on voit dans l'URL, tout ce qui va être après le point d'interrogation, ça va être notre ID. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir récupérer mon produit sélectionné. Donc, sans rentrer trop dans les détails, mais voilà l'aspect visuel où on peut retrouver ce fameux ID. Ici, il a fallu aussi gérer la partie options et quantité. Donc, le Lens 6, ça va être le format de la caméra vintage. Donc, en l'occurrence, on va tester le site en prenant par exemple 60 mm, 2.8 et la quantité pour voir si ça répond bien. On ajoute au panier. Donc, ça, systématiquement, les ajouts au panier, ça, c'est des At Event Listers, c'est des écouteurs d'événements qui me permettent au clic de procéder à une action et d'avoir ce résultat, de pouvoir arriver au résultat escompté sur cette page. Donc là, on a le fameux produit que j'ai sélectionné avec la quantité, comme on peut le voir, qui est bien respectée, et le Lens 6 en question. Donc, bien entendu, on va reprendre d'autres produits pour faire le test. Là, je mets une quantité et je laisse par défaut 35. On va voir si ça réagit bien. 35, une quantité. On peut le faire avec un dernier. Notamment, non. Ce qui est intéressant de le faire aussi, c'est pour voir si j'ai aussi appliqué une logique algorithmique lorsqu'il doit reconnaître le produit, mais choisir un Lens 6 différent, voir comment il va réagir. Donc là, en l'occurrence, on va reprendre Hirsch 400 DTS. Donc, c'est celui-ci. Mince.
Et on a choisi 60 mm 2.8. Là, on va prendre 50. On va voir comment il se comporte. Il rajoute bien au panier un autre produit, parce que finalement, c'est un autre produit, vu qu'on a une option différente. On a bien le 50 mm avec la quantité 1. Voilà. Donc là, on n'est pas dans du JS, mais dans de l'algorithmie, mais j'ai ajouté le total pour chaque produit. Donc, il agit notamment sur la quantité. Il fait donc le prix fois la quantité pour avoir le sous-total. Et pareil, le total des totals finaux avec chaque ligne qui est ajoutée pour avoir vraiment un total final des totaux. Le total des totaux, entre guillemets. Alors, ici, pareil, 2 écouteurs d'événements pour avoir ces 2 boutons valider mon panier et vider mon panier. Le but étant toujours sur cette page, hein, vraiment, c'est l'épine dorsale du site, c'est là où il y a le plus d'interaction. D'avoir, par exemple, sur le bouton supprimer, il faudrait que ça passe de 4 à 3. Voilà, donc on a bien le fait est que ça passe de 4 à 3. Voilà, donc à 2, hop, à 1. Et qu'il n'arrive pas à 0, mais qu'il nous supprime directement la ligne si, par exemple, j'en ai 1. Donc, voilà, on a bien le résultat escompté. Donc, je laisse ce produit juste pour continuer ma démonstration, donc notamment sur la gestion du formulaire. Par exemple, je vais mettre LRAL par défaut et prénom Farid, mon prénom. Voir comment il se comporte lorsqu'on clique sur commander. Voilà, donc on a bien l'indication, l'alerte dans JS, entre guillemets. Mais d'un point de vue utilisateur, c'est juste une indication qui indique venir renseigner le champ adresse. Puisque là, j'ai fait exprès de ne pas le sélectionner pour voir comment mon site allait répondre. Je vais faire pareil avec la ville et l'email. On a bien veuillez renseigner le champ ville. Hop, on rajoute la ville Reims. Et je vais laisser email, pareil. Je mets même un exemple en fait dans mon alerte. Veuillez respecter le format email suivant, ruinico@gmail.com. Par exemple, je vais faire exprès volontairement de ne pas mettre le point et pas mettre l'arrobase parce que je les ai dans mon code JS, ça va être inclus de pouvoir reconnaître l'arrobase et le point. Donc, ce format. Donc, j'ai toujours cette alerte qui me laisse pas passer et qui n'envoie pas les données pour arriver à la page 4 récapitulative de commande, car le format n'est pas bon. Donc, on va mettre le bon format qui nous est recommandé à travers l'alerte. Donc là, si on clique sur commander, normalement, on arrive sur la 4e page qui est mon récapitulatif de commande, où on a finalement là l'order ID qui est renvoyé en response via ma requête de base qui était mon type post. Ensuite, derrière, alors ça c'est une template. Hein. Ça c'est une template dans lequel qui est mise par défaut et dans lequel je souhaite retourner les champs utilisateurs pour ces 4-là en l'occurrence. Reims, 12 rue des Champs et Orinico. Donc ça, c'est les éléments qu'on a mis dans la page précédente. Donc là, le prix revient, plus l'order ID. Voilà, donc panier accueil. On peut retester rapidement le responsive, comment il réagit. Juste rapidement, on va attaquer la partie test planification. Voilà, donc iPhone 6, 7, hop, iPad Pro, voilà. Mais bon, ça, on a pu le voir à travers la présentation, que ça répondait assez bien. Donc, pour la partie du W3C GSLint, j'ai mis au préalable dans les livrables ce fichier texte qui nous permet en fait de récupérer les fonctions qui ne sont pas déclarées pour être certain qu'ils ne nous affichent pas des erreurs qui n'en sont pas en fait lorsqu'on souhaite vérifier et valider notre code JS. C'est pour ça que je l'avais fourni pour chacun des fichiers, donc pour le fichier shopping cart, le fichier index et le fichier formulaire produit et récap commande lorsqu'ils sont traités testés sur GSLint. Pour ce qui est de la planification de mon test unitaire, alors, il nous reste 2 petites minutes, donc je vais pouvoir rentrer dans le détail, notamment sur 2 exemples. Le but étant d'avoir
un résultat attendu à décrire et un résultat obtenu. Donc, si on prend, par exemple, donc j'ai mis systématiquement les lignes de code testées pour mieux retrouver et l'objet testé en question, donc get shopping content, qui lui me permet de récupérer le contenu de mon panier. Donc, c'est ce que j'indique dans le résultat attendu, en précisant que oui, c'est du local storage, le contenu du local storage. Et le résultat obtenu, c'est de voir si ça s'affiche réellement. Donc, affichage dans le local storage du contenu du panier. Et donc là, pour tout l'ensemble de mes méthodes, fonctions, etc., j'ai ce descriptif par fichier. Fichier panier.js, fichier produit, fichier index.js, fichier recap command. Donc, par exemple, on en reprend un dernier pour illustrer et indiquer un peu plus de description à mon propos. Si je prends la fonction callback au clic sur le bouton supprimer, qui est finalement un add advanced listener, on peut le retrouver donc à la ligne 65 à 73 au niveau du code testé, et c'est dans le fichier panier.js. La fonction attendue, c'est qu'au clic du bouton supprimer, on a bien la quantité du produit correspondant qui diminue de 1. Et si elle atteint 0, le produit disparaît. Et ça, on l'a vu dans la démo lorsque je l'ai indiqué et que j'ai simulé le fait est que lorsque le produit disparaît et qu'il n'y a qu'une quantité de 1, la ligne au total se supprime. Parce que si on n'avait pas arboré cet aspect en termes de logique algorithmique et indiqué cela, on aurait finalement, on n'aurait pas 1 mais 0, voire moins 1, moins 2, moins 2 à chaque fois qu'on supprime un produit au niveau de la quantité. Donc, en termes de résultats obtenus, on a bien ce que j'ai indiqué au niveau de la démo. Et je pense que c'est bon. Donc, je vais finir avec une conclusion pour la dernière minute, qui est que pour ce projet, qui a été très enrichissant et une réelle rupture entre les différents projets où on était plus dans du HTML, CSS, j'ai pu apprendre les différentes variables, les fonctions, les classes, les boucles, les conditions, les écouteurs d'événements, les add event listeners, toute cette méthode CRUD, comment pouvoir la schématiser dans mon esprit et savoir quelle requête je dois faire, etc. Comment fonctionne un panier? Ça, pour le coup, c'est l'épine dorsale de ce projet, j'ai envie de dire, parce que toute la logique algorithmique, elle se fait essentiellement sur cette page-là, enfin, du moins les plus intéressantes et les plus compliquées. Communiquer avec une API REST via le fetch, etc. Travailler avec plusieurs branches sur GitHub, ça, c'est moi. Je me suis permis de le faire pour ce projet, puisque on apprend dans les différents cours et différents projets à l'utiliser, mais on l'utilise jamais. Et je sais que potentiellement, c'est quelque chose auquel je serais amené à le faire, donc je ne voulais pas perdre cette bonne pratique. Et dans le cadre de ce projet, je me suis permis d'utiliser plusieurs branches, même si je sais que je suis tout seul à travailler sur le projet et que ça n'a pas grand sens, puisque ça a du sens lorsqu'on est à 4-5 à travailler sur le projet. Mais d'un point de vue organisationnel, ça peut être intéressant lorsqu'on le fait, on le fait soi-même. Donc là, clairement, juste cet aspect-là, ça a été vraiment juste pour s'entraîner et acquérir cette bonne pratique pour pas la perdre. Donc, je te remercie pour ton écoute et n'hésite pas pour tes questions sur la partie code, sur la partie visuelle, peu importe.